Allez. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier les organisateurs pour leur invitation à venir présenter cet exposé. Donc je vais vous donner peut-être un petit peu le point de vue du médecin du travail, tout en revenant sur certains aspects. Donc je vais vous donner le point de vue du médecin du travail, tout en revenant sur certains aspects plus théoriques, qui permettront alors de donner des pistes pour justement, d'un point de vue santé, aider à maintenir les travailleurs plus âgés au travail. Donc le plan de l'exposé, je vais repartir des bases, d'abord définir ce qu'est le vieillissement, un peu décrire, un peu ce à quoi on peut s'attendre ou ce que, comme moi, nous sommes en train de vivre actuellement. Et ensuite voir quelles sont les interactions entre le vieillissement, la santé et le travail. Voir par rapport à une série de ces interactions les enjeux qui sont justement en cours pour le moment, permettant de maintenir un travail adapté pour les travailleurs plus âgés, et enfin les conclusions. Alors, dans la définition du vieillissement, vieillir, comme le montre un peu ce montage, c'est un processus qui est très graduel et qui se passe tout au long de la vie. Et à partir d'un certain âge, et ça fait aussi partie des stéréotypes, mais il y a une réalité biologique qui est là, c'est vrai qu'il y a une diminution d'une série de capacités fonctionnelles qui débute tout à fait lentement et de manière insidieuse, qu'on ne remarque pas nécessairement, et qui est qu'on ne remarque pas nécessairement au début, et qui est différente pour chacune des fonctions qui nous aident à vivre et à agir dans notre entourage. Mais ce n'est pas qu'une diminution de capacité fonctionnelle, c'est aussi l'acquisition de nouvelles compétences et un enrichissement de l'expérience, et qui permet justement de pallier, dans une grande partie des cas, à ces déclins de connaissances. Je voudrais juste donner l'exemple de la conduite automobile et de la vision. Quand on vieillit, on a notre champ visuel qui se rétrécit, et donc on est moins capable de voir quand il y a un signal ou un véhicule qui vient du côté, on le voit plus tard. Si on ne faisait qu'un test du champ visuel, une série de personnes ne pourraient plus conduire. Mais si on analyse les mouvements visuels que font les conducteurs plus âgés qui ont de l'expérience, on se rend compte qu'ils vont directement chercher, qu'ils ont l'expérience de la conduite et qu'ils savent où aller chercher la formation que ne font pas nécessairement les jeunes conducteurs. Et c'est ça, par exemple, qui permet de se rendre compte qu'il y a moins d'accidents, en fait, avec des conducteurs plus âgés, plus expérimentés, qu'avec des jeunes conducteurs. Alors, ce phénomène de vieillissement peut être influencé par le travail. Je dirais deux manières principales. D'abord, les contraintes qui sont liées au travail peuvent accélérer les effets. Donc, si on pense, je donnerai 2-3 exemples tantôt, si on pense à la charge physique, à certaines, l'exposition aux vibrations, le port de charge, l'exposition à certains produits chimiques, peuvent accélérer certains effets du vieillissement. Mais il peut aussi y avoir un effet positif s'il y a un entraînement physique et mental régulier. Donc, M. Adam a bien montré tout l'effet positif de l'entraînement mental cognitif régulier, mais c'est la même chose pour l'entraînement physique. Si le travail n'est pas trop intensif d'un point de vue physique, il peut correspondre à un entraînement sportif et donc permettre de maintenir une certaine intégrité physique. Et une autre interaction, c'est que dans des situations qui sont particulièrement sollicitantes, alors il peut y avoir mise en évidence de ces altérations. L'exemple typique dans notre société numérique, c'est le travail sur écran, où une série de gens viennent me dire « mais le travail sur écran a vraiment abîmé ma vue ». Non, la vue s'est dégradée avec l'âge et on ne sait plus bien voir de près. Mais le travail sur écran sollicite tellement toutes les fonctions visuelles qu'on le remarque plutôt que si on avait vécu 30 ans avant, où on aurait encore pu vivre 3 ou 4 ans
de plus sans devoir porter de lunettes ou sans devoir avoir des dispositifs spécifiques. Alors simplement quelques exemples d'interaction et de vieillissement. Le système musculo-squelettique, donc il y a une altération des articulations qui est normale, mais qui peut être aggravée par le travail. La force musculaire aussi, il faut savoir, décroît de 25% en moyenne. Donc ça, ce sont des moyennes. Il est bien entendu quelqu'un qui est bien entraîné, soit par le travail, soit par le sport, ce sera moins visible. Donc elle décroît de 25% de 40 à 65 ans. Et ça, il faut en tenir compte lorsqu'on veut trouver des postes adaptés pour les travailleurs plus âgés. L'aptitude cardio-respiratoire à l'effort, elle diminue aussi progressivement. Et donc, il peut y avoir, à un moment donné, décision de devoir changer quelqu'un de poste pour sa santé si le travail est très exigeant physiquement. Mais il peut ici y avoir d'autres réponses de type organisationnel, comme je vais l'expliquer tantôt. Alors il y a aussi toute une série de fonctions sensorielles et perceptives. L'accommodation visuelle décroît. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dès l'âge de 8 ans, elle décroît. Mais on ne s'en rend compte qu'à partir de 40-45 ans, qu'on sait moins bien voir de près. La sensibilité tactile aussi, mais ça, elle concerne moins les travailleurs plus âgés, puisque c'est surtout après 60 ans. La proprioception aussi. Donc la proprioception, c'est la perception des mouvements et des positions des différents segments du corps qui nous permet de nous situer dans l'espace et de savoir dans quelle position nous nous trouvons. L'acuité auditive des sons aigus est altérée après 60 ans, mais ça démarre déjà dès 20 ans. Si vous vous souvenez de certains dispositifs faits pour éloigner des jeunes de certains endroits, qui émettaient des sons très aigus, qui n'étaient plus audibles pour les personnes au-dessus de 20 ans, mais bien audibles pour les adolescents, et ça les gênait très fort. Alors, dans le système nerveux, il semble qu'il y ait la transmission des informations, notamment à l'entrée, peut être dégradée à cause du système, à cause des altérations des systèmes sensoriels, et la mémoire à court terme aussi se dégrade, mais comme M. Adam l'a dit, pas de manière aussi prononcée que certains pensent. Et il y a aussi, semble-t-il, une altération du partage de l'attention entre tâches simultanées. Donc, ça devient plus difficile quand on avance en âge. Par contre, les capacités d'apprentissage sont conservées. Et là, pour autant qu'elles soient régulièrement entraînées. Alors, les interactions entre le travail, la santé et le vieillissement, tout d'abord, nous vivons depuis un certain nombre d'années tout un contexte de changement dans le type d'entreprise dans lequel nous travaillons, où on est de plus en plus on passe d'une société de manufacture à une société plutôt de services. Toute une série de changements technologiques qui modifient vraiment de façon importante les contraintes auxquelles les travailleurs sont soumis, des changements organisationnels, où notamment il y a ce qu'on appelle la flexibilité numérique, où on essaye de faire le même travail avec moins de travailleurs, ou de favoriser les heures supplémentaires, etc. Et où on introduit aussi la flexibilité fonctionnelle, où un même travailleur, par rapport à avant, en règle générale, avait un même poste de travail, ici, les gens doivent de plus en plus pouvoir faire plusieurs fonctions. Tout ceci entraîne, et ça on remarque très fort depuis plusieurs années, une intensification du travail qui est vraiment un des éléments qui joue beaucoup sur une série de pathologies qu'on voit apparaître. Intensification du travail, notamment par les moyens de contrôle de productivité, qu'il soit la productivité, qu'elle soit individuelle ou collective. Alors j'ai une petite expérience de médecin du travail de call center, et là je peux vous dire que les systèmes informatiques permettent vraiment de minuter
à la seconde près le temps d'appel auquel les gens sont restés effectivement au téléphone, le temps de pause qu'ils ont pris, le nombre d'appels, la durée moyenne des appels, etc., etc. Et ils sont évalués mensuellement sur une série de critères. La production just in time aussi et les effectifs minimums, mais ça vous connaissez aussi, entraînent une intensification du travail. En fait, les gens, on nous laisse de moins en moins de temps de répit et de pause pour permettre de récupérer. Et donc, le travail a un rôle dans le vieillissement, notamment en accélérant certains déclins, comme je l'ai dit. Mais s'il y a une organisation du travail bien pensée, il peut aussi avoir un effet protecteur sur le vieillissement. Et il a un rôle de révélateur des exigences extrêmes. Et donc là, il peut y avoir dans certains travaux, lorsqu'on les pousse à leur paroxysme, des difficultés spécifiques pour certaines fonctions pour des travailleurs âgés, et alors un mécanisme de sélection. Alors, je donne quelques exemples. Les contraintes physiques, les gens qui portent des charges, qui ont des postures défavorables, qui sont soumis à des vibrations, vous allez avoir une accélération de l'apparition d'arthrose, de hernie discale, etc. Les horaires de travail, là, ont une influence majeure sur les troubles du sommeil et toute une série de problèmes de santé, et ça dès l'âge de 30 ans, donc il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans. Et alors, il y a toute une série de choix décisionnels, donc on augmente, on donne aux travailleurs la capacité d'être plus autonome ou de pouvoir agir, de prendre des décisions sur son travail, mais il y a une augmentation du stress qui peut aussi être observée. Seulement, le travailleur n'est pas seulement un sujet qui regarde le déclin dont il souffre ou les capacités qu'il acquiert et qui regarde simplement l'augmentation des contraintes auxquelles il est subi, c'est aussi un acteur qui a aussi envie de bien faire son travail, que les objectifs de production soient remplis, et qui donc va essayer de trouver un équilibre en acquérant des nouvelles compétences entre le souci de préserver sa santé et de quand même bien faire son travail. Et va peut-être trouver d'autres manières de procéder ou des gestes spécifiques ou des procédures mentales spécifiques qui lui permettront de quand même effectuer son travail. Je vais reprendre simplement quelques-unes de ces interactions par rapport à certains risques et voir ce qu'on pourrait en faire et donner des idées de marge de manœuvre. Le défi général, donc pour le personnel, c'est de maintenir une compatibilité entre les exigences de la production qui viennent d'en haut et des marges de manœuvre pour préserver sa santé, que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif, parce que le collectif a aussi son importance dans les stratégies pour essayer de maximiser son capital santé. J'ai parlé tantôt de la polyvalence et de la variété des tâches. Un effet sur la santé a priori positif, c'est qu'on limite les sollicitations répétées en variant les tâches. Donc, en caricaturant, on passe d'une tâche où on travaille surtout avec les bras et on sollicite très fort les bras, puis on doit passer à une tâche où il faut beaucoup marcher, puis une tâche où il faut peut-être travailler à l'écran, et donc là c'est plus des exigences mentales. Et surtout pour les travaux qui sont répétitifs et peu qualifiés, ça permet aussi d'élargir le panel de compétences du travailleur. Pourtant, on remarque qu'il y a un évitement de cette polyvalence et de fait, effectivement, il y a une diminution de la polyvalence des tâches en fonction de l'âge. En tout cas, il y en avait il y a quelques années. En fait, les travailleurs ont peur, j'en parlerai dans l'apprentissage après. Donc, ce qu'il faut faire en tout cas, quand une entreprise veut instaurer une polyvalence et que c'est un changement par rapport à ce qui existait avant, c'est en tout cas ne pas l'implanter dans l'urgence et bien préparer le changement avant.
prévoir des délais souples et ne pas donner de deadline bien précise, prévoir des petits modules au départ de rotation des tâches et justement faire un focus sur un apprentissage qui soit bien adapté pour toutes les populations de travailleurs dans l'entreprise et qu'on apprenne aux travailleurs à bien reconnaître et qu'on leur explique bien quelles sont les compétences qui sont nécessaires ou qu'ils vont pouvoir acquérir dans chacune des tâches. Par contre, une condition de travail plus délétère, ce sont les horaires de travail variables ou horaires atypiques. Donc, il y a une diminution de fait de la tolérance au travail de nuit et à la rotation des pauses au fur et à mesure des années qu'on passe dans ce travail-là, qui peut déboucher aussi sur des troubles de la santé générale. Et ça démarre dès la trentaine. Et il y a un mécanisme d'exclusion où les gens qui le supportent moins bien vont finir par demander ou se voir proposer un travail qui soit horaire de jour. On peut arriver à une situation paradoxale où, si on étudie les travailleurs de plus de 50 ans qui sont toujours en horaire atypique, on remarque qu'ils ont une bonne santé qui est finalement assez bien conservée, mais c'est un effet de sélection qu'on appelle le biais du travailleur sain. En fait, si vous étudiez ceux qui n'ont jamais travaillé en horaire atypique, ceux qui sont toujours en horaire atypique à 50 ans et ceux qui sont en horaire de jour, mais qui ont travaillé auparavant en horaire atypique, ceux qui sont en horaire de jour, ayant travaillé en horaire atypique avant, ont plus de problèmes de santé que les deux autres catégories. Donc, ça montre qu'il y a eu vraiment une sélection des travailleurs. Et alors, je donnais quelques pistes d'action, en tout cas, s'il faut absolument maintenir un horaire atypique pour pouvoir le faire de la manière la moins pénible possible. Il y a aussi, ont été expérimentés plusieurs types de changements de pause, où au lieu de faire une semaine, puis repos, on fait 2 jours, 2 jours, 2 jours, puis repos, et ça permet au corps justement de garder son biorhythme et de ne pas chaque fois s'habituer. Et une fois qu'il s'est habitué à la fin de la semaine, on change de rythme et il faut de nouveau qu'il se réhabitue. Alors les contraintes de temps, là c'est justement ce dont je parlais tantôt, qui est à des aspects nouveaux qui est arrivé, où on demande toujours d'en faire plus dans le moins de temps, avec le moins de répit possible. Dans les effets sur la santé, ce sont d'abord tous les troubles musculo-squelettiques, et notamment tout ce qui est tendinite. Il faut savoir que les tendinites maintenant sont la première cause de maladies professionnelles indemnisées en Belgique. Pendant longtemps, puisqu'on a eu des mines, ça a été la silicose, mais maintenant ce sont toutes les tendinites et qui sont liées notamment à une sollicitation excessive des tendons et des muscles. Ces troubles musculo-squelettiques sont fonction de l'ancienneté dans la fonction et pas de l'âge. Alors les contraintes de temps, elles s'expriment aussi pour tout ce qui est travail mental, comme j'ai expliqué tantôt dans les call centers, où là on peut aussi déboucher sur des problèmes de santé, de nervosité, etc., qui peuvent déboucher sur un burn-out. Dans les modes de gestion, il faut pouvoir aménager l'organisation de travail pour permettre aux gens d'avoir des temps de répit suffisants. Ce qui est efficace aussi, c'est de maintenir les équipes qui sont constituées de telle sorte que les gens puissent se connaître, de maintenir aussi les situations de travail pour que les gens puissent bien connaître leur situation de travail et trouver les stratégies les plus efficaces leur permettant d'économiser la santé et aussi améliorer la circulation de l'information dans l'entreprise et prévoir des structures qui permettent cette circulation d'information efficace pour que les gens puissent échanger sur les expériences respectives. Alors, les aspects collectifs du travail sont importants et ça, on ne parle jamais autant que des aspects collectifs, mais ça se vit de moins en moins puisqu'on isole de plus en plus les gens par la mécanisation
Et je reprends le travail en call center où ils sont tout seuls à leur poste de travail, sans contact avec les autres, sauf pendant la pause. Donc les aspects collectifs, ils ont des effets positifs par plusieurs mécanismes, le partage des tâches, l'entraide et la recherche de cohérence entre les actions de chacun. Donc où on essaye vraiment d'être le plus efficace possible ensemble. Alors pour collaborer, il y a deux manières. Donc le partage des tâches, où dans une équipe qui se connaît, on peut alors, entre plus jeunes et plus vieux, s'aider, ou entre gens qui ont des capacités différentes, tout simplement s'aider en fonction du travail à faire. Ça a notamment été montré dans des études chez les éboueurs, où maintenant les équipes, comme j'ai dit tantôt, il pouvait y avoir, même quand l'éboueur avançait en âge, alors que c'est un travail très exigeant physiquement, il pouvait, en maintenant l'équipe, y avoir une collaboration entre le chauffeur et l'éboueur qui permet justement de maintenir l'éboueur à son poste. Et il faut aussi prévoir des structures pour le partage d'informations. Notamment, ça a été montré chez des aides familiales, où elles sont a priori isolées chez les bénéficiaires pour les aider, pour essayer de les maintenir à domicile, mais elles parviennent, même quand ce n'est pas prévu, et ça il faut que l'employeur puisse le tolérer, elles parviennent à trouver des moments, des endroits où elles se retrouvent pour discuter de leurs expériences. Et là aussi, c'est important, si on veut que les gens puissent trouver de bonnes stratégies pour les aides familiales, on a montré aussi que c'est important qu'elles puissent rester, aider les familles qu'elles connaissent déjà, puisque en les connaissant mieux, elles connaissent mieux la situation de travail et elles savent trouver des stratégies pour économiser leur santé. Alors, l'apprentissage et la formation, on en a beaucoup parlé, et on a vu qu'il y avait justement une inégalité des volumes de formation en fonction de l'âge. D'abord, il y a tous les stéréotypes qui sont arrivés, que M. Adam vous a décrits. Des études avaient aussi montré qu'il y avait des peurs, mais qui dépendent probablement des stéréotypes aussi. Par exemple, peur de casser le matériel, puisque surtout si la formation n'est pas trop bien faite. Ça, je l'ai vu chez nous quand on a dû changer de logiciel de dossier médical informatisé, et pas nécessairement les plus âgés non plus. Et à un moment donné, quand on ne sait pas quoi faire, on a peur de détruire le laptop, alors qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de risques, ou d'effacer toutes les données. Alors, dans les modes de gestion justement pour l'apprentissage, il faut bien concevoir justement les formations en respectant un calendrier, en énonçant clairement quels sont les objectifs et les retombées qui sont attendus de la formation. Et alors, pour les travailleurs qui ont de l'expérience, justement, il faut que la formation puisse reposer sur leurs acquis et sur leurs expériences antérieures pour justement les aider à mieux assimiler les nouvelles informations qu'ils vont recevoir. Alors, en conclusion, donc on a vu que c'est un processus continu avec un équilibre entre des déficiences qui apparaissent ainsi que des nouvelles compétences. Dans la prévention, nous devons tenir compte justement des capacités qui restent aux travailleurs, parce qu'en plus du vieillissement, entre guillemets, normal, il faut tenir compte de toutes les pathologies dont on peut souffrir et qui peuvent nous mettre hors circuit pendant un certain temps. Il faut savoir que si on veut parler d'ergonomie, d'améliorer les conditions de travail, il faut le faire pour tout le monde. Et c'est justement en améliorant les conditions de travail pour tout le monde qu'on évitera aux travailleurs qui sont jeunes maintenant de se retrouver avec une santé très déficiente quand ils auront 50 ans. Et donc il ne faut pas seulement prendre en compte les travailleurs plus âgés aujourd'hui, mais tenir compte des travailleurs qui seront plus âgés dans 20 ans. Il faut aussi aménager la formation professionnelle, et alors il y a une pierre dans notre jardin de médecins du travail où nous devons apprendre aussi à
en tout cas déjà notre surveillance de santé au travail, à la moduler et à faire attention notamment à une série de petits signes de détérioration de la santé qui justement doivent attirer notre attention avant qu'il n'y ait des problèmes plus graves. Et tout ça pour essayer que nous puissions tous vieillir au travail sans devenir vieux, parce que être vieux, c'est finalement être plus jeune depuis plus longtemps que les autres.